crois qu'il y a Koen Castel aussi qui est là. Il y a d'autres bons gardiens. Et après, je pense qu'il a pris une décision assez sage par rapport à lui parce que quand tu reviens d'une blessure comme ça, on dit, allez, ok, tu récupères après 6 mois, mais on dit, il te faut minimum 12 mois, 18 mois pour récupérer vraiment à 100%. Donc, je pense qu'il a été sage. Salut tout le monde, vous regardez Le Noyau Dur, votre émission 100% football belge, votre émission de passionnés pour des acharnés, votre émission 100% radicale, la seule émission où on parle en toute tranquillité du football belge, du football noir, jaune, rouge. On est sur toutes les plateformes de stream, on est également en podcast, donc n'hésitez pas à nous écouter sur Apple, sur Spotify, nous laisser des petits commentaires, des petites étoiles aussi, c'est important pour nous, pour notre référencement et surtout pour faire plaisir à tous nos invités ce soir, nos chroniqueurs, parce que c'est la dernière de l'année 2023, donc on vous promet un beau programme avec de belles chroniques et de beaux avis de nos chroniqueurs favoris. On commence par Muse qui a failli arriver en retard, mais il est là, il est présent. Salut Muse. Je suis quand même arrivé. Salut les gars, désolé encore pour le retard, mais bon, je suis là. Bon, c'est pas grave, on n'est pas en direct pour l'instant, mais quand ça sera en direct, là, ça sera un peu plus. On tirera plus sur les oreilles. Un peu plus chaud, ouais. Clément est avec nous. Salut Clément. Bonjour tout le monde. Ça va? Très content d'être là, comme d'hab. Bah oui, pour faire la dernière, et prêt pour la dernière. Ouais. Et surtout, je suis très content que ce soit cet invité-là parce que. J'en parlerai peut-être après, mais il fait partie de la première génération de footballeurs que j'ai un peu suivi quand j'ai commencé à regarder le foot, donc je suis content. Bah écoute, excuse-moi Sacha, mais on va d'abord alors du coup présenter notre invité, parce que tu l'as bien annoncé, bien présenté, commencé Clément, c'est vrai que ça nous fait plaisir de l'avoir, parce qu'il est pas souvent en Belgique, c'est Paul-José Mpoko, pour la dernière du Noyau Dur, la dernière de l'année 2023. Salut Polo. Merci déjà pour l'accueil. Salut, j'espère que vous allez bien. Bah super, et encore une fois, mille merci de ta présence, merci pour d'être présent ici ce soir. Alors, on va forcément présenter notre chroniqueur Sacha Tavolieri, qui est là comme d'habitude pour terminer l'année en beauté. Salut Sacha. On est là à la maison, très très bien, écoute, ça va bien, on sent tout doucement que ça commence à arriver là, la fin de saison, ça court un peu à gauche à droite, mais c'est bien, on est là pour la dernière, donc on va fêter ça avec un petit peu de champagne. Ben oui, la dernière de l'année 2023 avec Paul-José Mpoko. Alors Polo, direct, avant de commencer vraiment l'émission, moi je voulais un peu savoir, pour ceux qui nous regardent, qui ont envie d'un peu avoir ton actu, t'en es où là pour l'instant? Raconte-nous un peu ton périple. Là, je suis en fin de saison, je joue actuellement à Incheon United en Corée du Sud, et ça s'est plutôt pas mal passé. On a une bonne saison, même si je pense que on pouvait faire mieux, on peut toujours faire mieux avec l'équipe qu'on avait. Mais voilà, je pense que en général, on a fait une bonne saison, j'ai fait une bonne saison et je suis content d'être un peu en Belgique, pas pour longtemps, parce qu'après on repart, on a un stage et puis on reprend la nouvelle saison. Mais sinon, c'est un plaisir pour moi d'être ici et de pouvoir un peu partager avec vous. Tiens, on se posait la question en off, le football coréen, en comparaison avec le football belge, comment tu pourrais le décrire? Je dirais qu'il y a quelques équipes qui peuvent jouer dans ce championnat et faire bonne figure. Et puis, il y a d'autres équipes, c'est vrai qu'ils auront peut-être un peu du mal, mais je trouve que c'est un championnat quand même assez physique, assez agressif. Et puis, il y a des bonnes équipes, qui jouent vraiment au football. Et c'est vrai que Clément, moi je voulais juste rajouter une chose par rapport à Apollo avant de commencer l'émission, c'est que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé sur le Standard, on a beaucoup parlé en bien un tout petit peu, mais quand même beaucoup en mal aussi, à juste titre. Quand il ne prestait pas, il fallait le dire, et on disait souvent que ça manquait de personnalité. Et moi je trouve que, et c'est pas parce qu'il est là que je le dis, mais je trouvais que Polo était l'une de ces dernières générations, Sacha, qui avait une personnalité, qui le disait quand ça n'allait pas, et il se faisait respecter et écouter. Ouais, effectivement. Je pense que ça fait partie des joueurs qu'on cette poigne dans l'histoire du Standard. On peut parler de Sergio Conceição, de Milan Rapaić. Voilà, c'est des éléments qui, entre guillemets, avaient la gueule, mais avaient aussi le lead technique pour pouvoir faire la différence. Voilà, c'est des choses qui manquent au Standard pour le moment. On est beaucoup dans la prospection, dans les jeunes talents, et c'est très bien parce que ça correspond à la nouvelle ère du football, mais voilà, aussi parfois il faut je pense qu'au Standard, il y a toujours une formule qui revient incessamment et qui est parfois un peu compliquée, voilà, et qu'il faut remettre en place. De continuer à parler du Standard, on en a beaucoup fait sur le club liégeois. Aujourd'hui, pour la dernière, et d'ailleurs Polo, n'hésite pas, t'es un chroniqueur ici, fais-toi plaisir si tu veux intervenir, t'y vas en franc-parler et tout, parce qu'on a une belle émission ce soir. Il y aura Courtois au menu, il y aura Anthony Maurice et l'Union Saint-Gilloise, il y aura le cri du cœur de Sacha et le joueur de la semaine de Clément. La toute belle émission de la fin de l'année, elle est pour vous ce soir dans Noyau Dur, et on commence tout de suite avec Thibaut Courtois.
Bon, c'est un peu l'affaire de cette fin d'année, hein, messieurs. Ça vient de tomber au moment où on a enregistré cette émission. Thibaut Courtois, forfait pour l'Euro. Est-ce une catastrophe pour nos diables? C'est la question que je vous pose ce soir. Et pour recontextualiser, on va un peu relire ce qu'il a déclaré, justement, pour annoncer son forfait. Je préfère ne pas donner de date pour mon retour à la compétition. Je dois d'abord récupérer à 100% de ma blessure. Si j'ai de la chance, je pourrai rejouer en mai, mais je ne serai pas à 100% de mes capacités pour l'Euro. Et il précise que c'est préférable d'apporter immédiatement une clarté pour l'équipe nationale. Nous avons d'autres beaux gardiens en équipe nationale. Je mets mon honneur de côté et ne serai qu'un supporter supplémentaire en juin. Et j'espère qu'ils gagneront l'Euro 2024. Allez, je lance le débat. On va peut-être commencer par notre invité, Polo. Est-ce une catastrophe pour l'équipe nationale? Non, je pense pas que c'est une catastrophe. Je crois qu'il y a Koen Castel aussi qui est là. Il y a d'autres bons gardiens. Et après, je pense qu'il a pris une décision assez sage par rapport à lui, parce que quand tu reviens d'une blessure comme ça, on dit, allez, ok, tu récupères après 6 mois, mais on dit, il te faut minimum 12 mois, 18 mois pour récupérer vraiment à 100%. Donc, je pense qu'il a été sage. Bon, on entend le joueur qui préconise forcément le retour à la compétition de manière un peu plus lente. Pour vous, messieurs, Clément, quand on sait tout le passif avec l'équipe nationale, on se demande si finalement, est-ce que c'est vraiment une vraie bonne excuse? En fait, ce qui m'embête, s'il avait dit que ce que tu as lu là, ça aurait été bien. Le problème, c'est qu'au-delà de sa blessure... Il y a autre chose. Si tu lis toute l'interview, c'est pas seulement, il annonce pas seulement son forfait, parce qu'il y a des tacles quand même assez sévères, et notamment envers Domenico Tedesco. Donc, je vois... Il y a eu les excuses. Il y a un tacle aussi assez sévère sur votre face. Oui, en plus, mais sur certains joueurs... Ouais. Sur la fédération aussi. Il y en a sur des joueurs, il y en a sur la Fédé, il y en a sur Tedesco. Ouais. Mais le plus gros tacle est quand même sur Tedesco. Il affirme dans les médias que Tedesco l'a menacé au moment où il est parti, tu vois. Donc, je me dis... Ça pue pour un retour, quoi. Même après c'est toujours délicat avec c'est la parole de Courtois vs la parole de Tedesco, par rapport à ça, le fait d'être menacé ou pas. Maintenant, Sacha, pour revenir plutôt à cette info qui est le forfait de Courtois. Ouais. Bon, catastrophe ou pas? Moi, je trouve que c'est quand même relativement catastrophique de se passer d'un talent comme celui qui pourrait être assimilable à un Benzema en équipe de France, à un Mbappé en équipe de France, à un Pedri en Espagne. Voilà, on est sur l'un des meilleurs gardiens du monde, si ce n'est le gardien du monde. Je veux dire, en termes de qualité intrinsèque, comment est-ce qu'on ne pourrait pas avoir la réflexion de se dire, OK, aujourd'hui, ce mec-là, il a apporté une plus-value à notre équipe. C'est évident, en fait. C'est juste évident en termes de potentiel, en termes de qualité. On parle d'un poste qui est quand même un poste très rare. Le poste de gardien, c'est un poste où, à un moment donné, les différences se font tout à fait selon les différentes qualités qui peuvent exister chez les gardiens. Donc, pour moi, déjà, ça, c'est quelque chose qui est acté. Après, la question de la blessure, moi je me pose quand même les questions, parce que quand on veut se rétablir pour une compétition, bien souvent, énormément de compétiteurs et de joueurs l'ont prouvé, ils sont capables de le faire. Ils peuvent aller la chercher. Mais c'est pas une question d'être capable de le faire, il peut le faire. Mais est-ce qu'il sera au top? Est-ce qu'il sera bien? C'est ce qu'il dit. Il dit qu'il peut être prêt, il peut être présent, mais il ne sera présent qu'à 80%. Exactement. Et ça, visiblement, selon lui, il ne le veut pas. Est-ce que 80% de Courtois, ça ne vaut pas 100% d'un Koen Castel ou Matsels? Moi, je suis d'accord avec Muse. Ouais, mais ça, le problème, c'est que les gens veulent avoir un Courtois à 81%, mais peut-être que lui, il se dit, en tant que compétiteur, je ne me fais pas l'avocat de Courtois, mais je me mets à la place de lui. On va dire quoi? Il n'était pas prêt. Tu vois. Oui, mais après, ça reste quand même Thibaut Courtois. Je veux dire, aujourd'hui, le fait de ne pas l'emmener, tu prends quand même le risque. Là, ici, il s'est déchargé de toute responsabilité par rapport à l'entraîneur, mais il a quand même chargé. C'est-à-dire qu'il a voulu tout anticiper en se disant, c'est moi qui prends les décisions, c'est moi qui prends le lead. Comme ça, on ne pourra pas dire que, au final, l'entraîneur ne pourra pas jouer de ça pour dire, c'est mon image qui s'en sort un peu moins, je dirais, forte. Et donc, du coup, je récupère un peu le côté, c'est moi qui a gagné dans l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? Non, Thibaut Courtois, là-dessus, il a tout anticipé de manière très intelligente. Justement, par rapport à ça. Mais Courtois, c'est un calculateur affiné. Ça, c'est vrai. Hein. Le côté de dire Courtois est un calculateur et depuis le début, il avait un peu senti les trucs et c'est pas quelqu'un qui... Et depuis le début, on le sent dans les vestiaires, etc., au vu de ce qui a émaillé, de ce qu'ont pu dire et laisser dire notamment les joueurs, ne serait-ce que même publiquement. Hein. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir des infos off pour savoir. Tu sentais quand même que c'était pas nécessairement le mec qui faisait voilà, c'était pas un fédérateur. Quoi. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que pour revenir par rapport à il y a quelques semaines, certains médias annoncent, Courtois, c'est surtout, je pense, en Espagne, je ne sais plus quel journaliste espagnol, Marca, qui disait, Courtois va être forfait, il veut se préparer pour le démenti formel de l'entourage de Thibaut Courtois. Donc, voilà, et c'est là où je ne comprends pas, en fait, cette réflexion de se dire, ok, c'est faux.
pour après quelques semaines dire finalement... Parce qu'ils avaient anticipé le truc. En fait, la stratégie, c'est ça que je dis. L'idée, c'était d'anticiper clairement, d'arriver et de dire, voilà, moi, je me prémonis de tout ce qui va se passer. La communication, elle va passer par mon canal. C'est moi qui lui décide. qui gère tout ça. Exactement. Tout ça. Et je pense que son papa aussi, qui est assez proche de la presse limbourgeoise, parce que ça sort sur Red Bull Limburg, à un moment donné, a aussi, je dirais, aidé. Et c'est normal, c'est son agent, c'est son rôle de communication, de travailler sur ce type d'aspect. Voilà. Aujourd'hui, c'est je sais pas, parce que peut-être qu'il avait vraiment envie de jouer. Peut-être qu'il avait vraiment, et quand, entre guillemets, c'est sorti, peut-être qu'en interne, il parlait de ça, que peut-être, est-ce que je peux jouer l'Euro, etc. Et puis, ils ont peut-être réfléchi, ils ont parlé, ils ont dit, tu peux jouer, mais peut-être tu ne seras pas à 80%, et peut-être qu'il y aura des conséquences après, donc le mieux, mais il n'aurait pas menacé, alors. Ouais, mais surtout, et quand tu vois comment il a chargé la Fédé, le coach, certains joueurs, tu te dis, est-ce qu'il avait vraiment envie de venir? Moi, je me demande s'il n'annonce pas plutôt, avec son forfait, la fin de sa carrière internationale. C'est possible, parce que la dernière fois qu'on a posé la question à Domenico Tedesco a clairement dit en conférence de presse, je l'ai appelé, il ne m'a pas répondu, je n'ai pas réussi à l'avoir. Il a été clair avec ça. Je veux dire, on peut reprendre les propos de Domenico Tedesco, c'est des propos qui avaient aussi été relayés. Et Courtois a répondu à ça aussi, hein, au fait qu'il n'ait pas répondu au message de Tedesco. Voilà, donc, et en plus de ça, donc ça confirme le fait qu'à un moment donné, ils se sont courus après et qu'il n'y a jamais eu de communication. Et donc, Polo, pour revenir là-dessus, en entendant ici un peu nos amis en plateau, c'est que c'est vrai que ça paraît compliqué, même au-delà de savoir s'ils voulaient jouer ou pas. On a quand même l'impression qu'en fait, le mal profond, c'est, entre guillemets, cette petite guéguerre entre le coach national et Thibaut Courtois, et on a l'impression que ça ne passe pas, en fait. Ça ne passe pas, et ça qui est un peu dramatique, parce que comme le dit Muse, est-ce que ça ne traduit pas déjà, en fait, le fait que Courtois ne reviendra pas, en tout cas, je ne sais pas si c'est la fin de carrière, mais ne reviendra pas tant qu'il y a Domenico Tedesco à la tête, quoi. Je pense pas, parce qu'il est encore assez jeune, et je pense pas que, parce que le coach actuellement, il fait du bon boulot, donc il va pas partir l'année prochaine. Donc, je pense pas qu'il va... Il va dire, ouais, je prends ma retraite internationale tant qu'il est là, tu vois. Je pense pas. On n'espère pas. Moi, hein. Et selon toi, est-ce que le fait est-ce que ça peut vraiment affaiblir l'équipe belge quand, par exemple, une superstar, un très grand joueur ne se présente pas? Parce que dans l'histoire, il n'y a pas eu d'autres exemples d'équipes qui ont gagné des trophées sans forcément leur joueur vedette. Après, c'est vrai que Courtois, il est important pour l'équipe, mais quand tu as les 10 autres joueurs qui jouent sur le terrain... c'est eux qui font pratiquement tout le temps le travail. Courtois, il ne fait pas beaucoup le travail parce qu'avec la Belgique, ils ont tout le temps le ballon. Tu vois, donc les autres, ils marquent et c'est à la limite. C'est moins le cas ces dernières années. Hein. Mais là où il a raison... C'est peut-être moins le cas ces dernières années, mais souvent, c'est juste quelques matchs où tu as besoin d'un bon Courtois. gardien. Mais je pense qu'avec les gardiens que la Belgique a, ils peuvent aussi se faire ce boulot. Mais là où il a raison, et je rejoins complètement Polo là-dessus, effectivement, on a la Coupe du Monde 2018 qui est considérée, en tout cas, comme la meilleure prestation globale de Thibaut Courtois chez les Diables Rouges. Mais en dehors de ça, notamment en prenant exemple sur la Coupe du Monde 2022, on n'a pas le même Courtois au Real Madrid que chez les Diables Rouges. Je veux dire, ça, c'est un fait. Mais en plus de ça, tu es supporter du Real. Donc, du coup, tu les vois, les matchs, tu ne pas le même. Une très, très grande différence. Et en 2016, c'est un bon Courtois, mais c'est pas un très grand Courtois. Enfin, contre le Pays de Galles, quand tu regardes en Belgique ou au Real de Madrid, les autres équipes ont plus d'occasions. Mais en Belgique, la plupart du temps, la Belgique, elle gagne, je ne sais pas combien... Il marque tout le temps, donc il a pas beaucoup à faire. Hein. Après, messieurs, la Belgique sans Nainggolan fait 3e en Coupe du Monde 2018. La France sans Benzema est championne du monde. Est-ce que ça pourrait pas être un exemple? Je dis pas que la Belgique peut être championne tout de suite, mais ah ouais, t'as fait le parallèle Nainggolan-Benzema, toi, t'es chaud. Non, mais tu peux pas nier qu'en 2018, quand Nainggolan n'a pas été repris, tout le monde crie au scandale parce que c'était une pièce importante. Le mec en 2016 crevait l'écran avec l'équipe belge. Martinez ne le prend pas, tout le monde s'est dit mais qu'est-ce qu'il fait? Ici en France, et tu suis bien les médias français tu pourrais en parler, l'affaire Benzema, le fait de ne pas le reprendre à un moment où la France prétend vouloir gagner une coupe, il la gagne. Ça c'est encore, il y a des trucs à un moment donné en France, tout est éminemment politique, il y a eu des inférences politiques de la part de la fédération, de la part du ministre des Sports, etc., qui ont à un moment donné poussé la décision de Didier Deschamps et qui ont fait en sorte que Didier Deschamps, à certaines conditions, notamment son renouvellement de contrat, etc., reprennent Karim Benzema. Ici, on n'est pas du tout dans un même cas. On est sur un mec qui a été vexé par l'ego. En fait, c'est son ego le problème. Il n'a pas réussi à le ranger sur le côté. Mais ça pourrait peut-être venir politique, finalement, hein, entre... j'ai pas vu Herman De Croo ou Alexandre De Croo sortir en disant « Ah bah tiens, c'est un scandale. » Pas encore, peut-être. Ouais, non, je pense que ça n'arrivera pas. La Belgique n'est pas à ce stade-là. Et puis le football aussi est vécu différemment selon les deux pays. Voilà. Maintenant, c'est vraiment dommage. C'est triste. Moi, je pense vraiment qu'en termes de qualité, un Thibaut Courtois
quand il est à 100%, tu manques de quelque chose. C'est sûr que sportivement, tu perds quelque chose. Non, mais regardez, allez, je veux dire, ok, titulaire à Wolfsburg, c'est top. Être titulaire à Strasbourg, c'est top. Pour Cels, voilà, pour Arnaud, Arnaud Baudard, il fait une super saison, etc. Okay. Matt Stils, meilleur gardien. Kaminski, parmi les meilleurs gardiens de la Ligue 1, il faut le préciser. Mais on est sur quoi? On est sur du chapeau 3, voire du chapeau 4. Thibaut Courtois, c'est chapeau 1. Ça va se taper avec Ter Stegen, ça va se taper avec Neuer, ça va se taper avec des joueurs de ce calibre-là, tu vois. Donc, c'est très compliqué, en fait, de venir à un moment donné et dire, ouais, mais en fait... Voilà, on va pouvoir quand même aller faire une grande compétition sans un grand gardien. C'est pas possible. Je veux dire, historiquement, il y a toujours eu un grand gardien. Toujours. Et surtout, pour faire aussi, pour accompagner tes propos, Sacha, il y a aussi ce côté expérience. Courtois, c'est plus de 102 sélections. Dans un nouveau groupe comme celui-là, c'est peut-être important, Polo, d'avoir... Ouais, mais je pense que, allez, Castel, il joue quand même en Bundesliga. Ça fait je sais pas combien d'années qu'il joue là. Il a quand même une certaine expérience, même si c'est pas international, mais parce que il n'a pas l'expérience internationale, parce que Courtois, il est là depuis des années, et c'est pour ça. Mais s'il avait l'opportunité de jouer, il allait aussi faire des très bons matchs, je pense, tu vois. Mais moi, je suis plus focus dans le sens où je me dis, OK, t'as pas Courtois, mais t'as les autres joueurs comme Lukaku, comme Doku, comme les autres qui vont faire le taf. Ce qui fait peur, c'est que l'absence de Courtois fait qu'on va encore devoir plus se reposer sur notre attaque. Parce qu'on perd encore un gros point défensif. Et surtout, la grande qualité de Thibaut Courtois, c'est quoi? C'est la gestion de la pression dans les grands moments. C'est comme ça qu'il a été le plus fort avec le Real Madrid et avec les Diables Rouges à la Coupe du Monde 2018. Qu'est-ce qu'on fait quand on a aujourd'hui un gars comme Castells, dont on ne connaît pas en fait la vraie plus-value dans ce cadre-là? Il est aussi capitaine dans ce club, donc ça veut dire quelque chose aussi. C'est qu'il a un côté leader aussi. Donc on ne te met pas capitaine juste. Je me demande si ça ne va pas rajouter encore une pression supplémentaire à Castells lors de cet euro-là. C'est-à-dire, je dois endosser le rôle de Thibaut Courtois. Je connaissant un peu, je pense pas. Mais là, Polo, où je comprends un peu l'argument, c'est de se dire, aujourd'hui, avec cette nouvelle génération, on a souvent parlé dans l'émission qu'il y a cette crainte de la défense. Et c'est vrai qu'avoir un grand gardien comme Courtois, quelque part, il y a cette pièce qui fait que dans les moments peut-être importants, il est présent. Et là, on se dit, bon, que vaudra... Après, comme j'ai dit, le problème, c'est quoi? C'est que jusqu'à présent, on a vu Courtois. On n'a pas encore vu Castel. Donc, pour moi, laissez-le, on va voir. De toute façon, on aura des réponses Exactement. en juin. Déjà, et je pense que tu n'es pas capitaine pour rien dans une équipe. Et tu joues pas autant de matchs en Bundesliga juste parce que tu t'appelles Castel. Après, l'idée n'est pas de dire non plus qu'il est mauvais, tu vois. Non, mais la manière dont vous dites, c'est comme si vraiment... OK, on sait que Courtois, c'est numéro 1. Mais je pense que les autres peuvent faire le job aussi. C'est parce que peut-être que ça traduit à l'échelle de... Voilà, peut-être je laisserai parler Sacha pour répondre lui-même à l'avis sur Courtois. C'est peut-être que pour la majorité des gens, c'est notre pièce, c'est notre superstar, c'est notre leader avec De Bruyne, Lukaku et donc Tempérin, qui plus est quand même un élément important dans la défense. Ça fait flipper, quoi. On se posait la question dans l'émission, on se demandait déjà où allons-nous arriver à l'Euro avec même nos meilleurs joueurs et les jeunes talents. Et là, maintenant, on en prive encore un. T'as un niveau, selon les lignes, qui est pour moi dégressif. Ça veut dire qu'on arrive avec le top en attaque. On peut dire on est sur du 8 sur 10, 8,5 sur 10, même sur les côtés, etc. On descend dans le milieu de terrain, on arrive à du 7, 7,5 en termes de niveau vraiment sur ce qui peut arriver. Et puis après, tu as la défense. Donc la défense, c'est sans manquer de respect, bien sûr, à Wout-Fass et Jan Vertonghen, qui sont des joueurs de qualité. Mais voilà, on est sur du 6, 6,5. On n'est pas sur, à un moment donné, par exemple, pour prendre un équivalent très simple, on l'a eu dans notre groupe, Alaba Danso. Voilà, Alaba Danso, c'est l'Autriche, ce n'est que l'Autriche. Ce n'est que l'Autriche. Et c'est quand même un autre calibre. Là, on a Fass Vertonghen. On les voit, nous, les carences de Jan Vertonghen avec Anderlecht. C'est quand même compliqué. Et donc, du coup, le fait de dire on a cette défense-là, cette assise défensive qui, franchement, est vraiment flippante. Et derrière, après, on ne peut pas compter sur un solide rock d'expérience. Ouais, c'est vraiment inquiétant. Et même, tu peux même, dans ce cas-là, repartir sur tous nos avis, ce qu'on s'était dit avec Clément, ce qu'on s'était dit avec Muse, Malik. Comment on fait les pronostics pour l'Euro? On va où? Est-ce qu'on descend sur ce qu'on avait pronostiqué ou est-ce qu'on va un peu au-dessus? Comment est-ce qu'on joue? Moi, j'aurais tendance à dire que Car, c'est exceptionnel dans le Justement, ton avis, Polo, parce qu'on en a beaucoup parlé dans le noyau dur, sur cette nouvelle génération belge, et pour cet Euro, tu vois quoi de cette équipe, en fait? Il faut s'attendre à quoi pour toi? Oh, ils ont du potentiel, ils ont de la qualité, mais si par exemple on doit comparer avec la France, ils ont un peu plus d'expérience. Et cette équipe n'a pas encore l'expérience, on va dire, des grands championnats, mais
ça peut être aussi une surprise. Hein. Tu sais jamais, tu vois. Tu sais, il faudra voir le premier match, etc. Et voir. Après, pour parler de la défense, je pense que vous êtes dans un état où vous pensez à ce que vous avez avant, quand tu penses à des compagnies, etc. Mais tu peux pas comparer ça. Tu vois, donc actuellement, tu dois faire avec en attendant d'avoir des joueurs de ce calibre comme on a eu avant avec Vincent, etc. Mais pour moi, je pense qu'ils ont les qualités pour faire quelque chose. Après, on verra là-bas. Après, ça dépend de l'impulsion que tu donnes à ton équipe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu es parti sur des jeunes de 20 ans qui ont un très haut potentiel et que tu leur donnes cette responsabilité, tu peux avoir ce discours. Mais si tu as des mecs de 27, 28 ans qui sont déjà pas des top et qui sont là et qui sont censés tenir en fait la baraque derrière, c'est normal que ce soit flippant. Qui sont pas top. Wout Faes, par exemple, est leader actuellement avec Leicester City au Championship. Je trouve quand même qu'il a de la qualité, mais c'est pas un top européen. Au niveau de ce qu'on peut attendre de la Belgique. Il a quel âge? Il a 25. Je pense qu'il a 26. Voilà. En fait, c'est parce que toi, tu compares l'attaque et la défense. Tu vois, tu es en train de comparer dans le sens où Lukaku, Doku, le niveau de leur niveau au niveau de Watts. Mais tu peux pas, entre guillemets, comparer. Non, mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est que dans leur rôle, ils sont beaucoup plus percutants et beaucoup plus importants. Ouais. Et beaucoup plus. Mais c'est ce que tu as actuellement. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas. T'as qui d'autre? C'est vrai que justement, il y a dois faire avec. T'es obligé de le faire. Voilà, c'est ça, tu vois. Il y a qui? Mais le truc, alors, on peut s'empêcher. Alors, le truc, messieurs, c'est que c'est vrai que là, pour le coup, je comprends pas trop bien la logique parce qu'il y a quelques temps, je me souviens bien que vous aviez dit que l'idée de Tedesco, c'est de créer un groupe. Et le groupe, là, je pense qu'il y est. Donc, pourquoi essayer de peut-être chercher d'autres? Ah, mais il changera pas, lui. Mais non, mais on n'essaie pas de le changer. On pointe ce qui est moins fort que les autres. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il y a encore une grande question de culture foot. Je veux dire, à un moment donné, la plupart des téléspectateurs des Diables Rouges vont allumer la télé à l'Euro. Donc, ils vont se dire, ah tiens, comment ça se fait qu'on n'est pas champion du monde? Comment ça se fait qu'on va pas machin? Non, c'est pas comme ça que ça marche, tu vois. À un moment donné, c'est effectivement des joueurs qui ont des qualités moindres face à des joueurs qui sont meilleurs et qui doivent créer un collectif qui soit meilleur. Si il va au bout, et Tedesco va au bout avec son Wunderbar, là, son Gegenpressing, ses idées, etc., allemandes et tout, bah bravo, grand bravo à lui. Mais effectivement, il part pas avec une équipe qui va lui faciliter la tâche. Ouais. Après, là où Polo a peut-être raison, c'est que effectivement, peut-être qu'il y a des joueurs qu'on considère moins bons là maintenant, vont peut-être se sublimer à l'Euro. Je veux pas être par exemple, en disant ça, mais regardez, en 2016, on a quand même un gars qui a détruit la France en un match sur un goal. Il a plus existé par après en club. Je ne me souviens même plus le portugais. Eder. Voilà, Eder. Ok, tu vas me dire c'est sur un match, c'est sur une action. Mais je veux dire, c'est ce genre il rentre en prolongation dans un contexte particulier. Oui, mais ce que je veux dire, c'est le côté de se sublimer. Après, sur un je suis d'accord sur le côté de se sublimer. Par exemple, la Coupe du Monde 2022 de Vertonghen, on peut dire ce qu'on veut de Vertonghen. Sa Coupe du Monde 2022, il est solide. On les a tués tous les deux. Et en fait, c'était très bon. Par exemple, même à l'Euro. On va attendre en mars. Vous allez voir Castagne face à Foden et puis on va rire. Hein, on prend Vermaelen à l'Euro. Pareil. Tu vois, on a des joueurs qui sont capables de se sublimer. Mais est-ce que déjà Vertonghen va encore pouvoir se sublimer Après, il y a une différence. Non, c'est parce qu'il a atteint son maximum. Moi, je pense pas qu'on parlait de Vertonghen, on parlait de Wout Faes. Peut-être qu'on peut être surpris. On peut pas se dire que le gamin va forcément. J'espère qu'on sera surpris parce que il va peut-être se sublimer et que par après, forcément, ça suivra pas en fait. Mais moi, par exemple, dans le système de Tedesco et dans sa tactique, lui, il veut jouer extrêmement haut. Le problème, c'est que désolé du terme, mais t'as deux tracteurs derrière. Ils avancent pas face à Vertonghen, ils sont très lents. Pourquoi pas un Aldakil? Ouais, Aldakil, effectivement, qui ne joue plus avec Burnley. Ça, c'est un problème. Ça va devenir un problème aussi pour Tedesco. Mais oui, dans l'idée, en fait, c'est un des joueurs les plus rapides de Première Ligue. Donc, tu as tout à fait raison. Amin Aldakil a des statistiques fantastiques en termes de course à haute intensité. Il est capable de le faire. Mais là, au moment où on se parle, effectivement, je rejoins Polo, il n'y a pas d'autre choix. Parce qu'il y a un mec qui est leader en Championship et il y en a un autre qui est dauphin et totalement capitaine du Sporting d'Anderlecht, le plus grand club du pays. Donc, c'est pas possible de mettre autre chose. Mais par contre, voilà, c'est juste, tout ce que je dis, j'ai dit, faites ce que vous voulez, mais ne vous attendez pas à des miracles. C'est tout. Nous, on est là pour prévenir. Mais je crois que personne ne s'attend à des miracles ici. Hein, mais avec Courtois, on aurait pu s'attendre à des miracles. C'est ça le point de propos. On parle de Courtois pour moi. Et c'est là que je fais le lien. C'est impossible, en fait, sans Courtois, parce qu'on a trop déjà de lacunes, on a déjà trop de problèmes à résolver. Le miracle pouvait arriver de lui, il n'en sera rien. Courtois pouvait gommer certaines erreurs défensives sur des arrêts exceptionnels. Et je suis pas forcément après, là où sûr que Castells, mais après on l'a pas vu. Donc, mais ce que disait Polo, est-ce qu'un Courtois à 80% pourrait faire le match qu'il a fait en finale de Ligue des Champions, par exemple? Dieu merci, j'ai jamais eu une blessure comme ça, mais moi, j'ai déjà vu autour de moi des gens qui ont eu ce genre de blessure.
c'est pas facile pour revenir. Hein. Et surtout avec Courtois. Attends, parce que c'est intéressant du coup. Ouais, t'appréhendes, tu t'as pas les mêmes mouvements au début, donc c'est pour ça qu'on dit vraiment ça prend du temps pour que tu sois. Mais ça, je suis d'accord, parce qu'en plus, Courtois, on en parle pas beaucoup, mais il fait 2 mètres. Donc il a des guibolles ainsi. Forcément, au niveau du genou, ça va être plus. Mais est-ce que c'est la même chose pour un gardien et pour un joueur? C'est la même chose, parce que le gardien, tu vois, des fois, Courtois, les arrêts qu'il fait, les mouvements qu'il fait sur ses appuis, il est obligé d'être fort, on va dire, autour de son genou, tu vois. Tu peux pas être entre guillemets à 80%, c'est impossible, tu vois. Et Paul, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est possible, on ne lui souhaite pas, mais c'est possible de ne jamais s'en remettre d'une telle blessure comme ça? Non, par exemple, le haut niveau, tu t'en remets, mais ça prend du temps, et certains disent que il y a aussi des fois un peu de conséquences, quoi. Et tu dois toujours travailler, tu dois toujours faire certaines choses, et t'es plus vraiment comme avant, quoi. Je prends l'exemple de Lucas Oyen, qui depuis son retour de blessure. C'est toute l'histoire de la carrière de Zinho. On parlait de Zinho. Zinho est un défenseur central promis un avenir absolument radieux, et à chaque fois a été coupé et blessé par des blessures qui l'ont fortement ralenti. Et aujourd'hui, après, il est tout le temps freiné par ça, quoi. Pour revenir sur Courtois, il y a un élément qu'on n'a pas encore abordé, messieurs, c'est l'effet Real Madrid. Est-ce que vous ne voyez pas une espèce aussi de... Bon, on va pas tomber dans les thèses complotistes, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque part aussi une pression du Real qui sait que ça emmerderait quelque part le club? Moi, je pense qu'il y a ça, parce que d'ailleurs, Courtois le dit, en plus, dans son interview, il dit « Je pourrais peut-être rejouer des matchs en mai, tu vois ?» Au mois de mai. Mais je pense que c'est le Real qui lui dit aussi un peu doucement... on a une saison qui arrive, et puis peut-être qu'ils ont été mis au courant aussi. Il y a peut-être quelque chose de cassé entre lui et Tedesco, tu vois. Moi, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a ça aussi. Donc le Real se dit, allez, tu vas pas aller là-bas te faire... Il y a quelque chose de cassé, Clément, entre lui et Tedesco. Le problème, il est là, en fait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, on est en train d'avoir un cas Benzema en Belgique, mais alors avec évidemment les moins de choses liées à la politique. Ça allait dans la justice, carrément. La justice, les trucs, les machins. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, on l'a perdu dans l'état d'esprit, non pas dans le humainement, il pourrait revenir et faire des sélections, mais dans l'humain, c'est dur. C'est dur, tu le sens. Et sur le côté du Real, voilà, sur la pression du Real, comment tu la trouves ça? Le Real Madrid a toujours exercé politiquement des pressions sur les fédérations, que ce soit pour les cas de Benzema, que ce soit pour les cas, notamment à l'époque, avec Raúl González, Luis Aragonés, le sélectionneur, etc. Il y a toujours eu, en fait, de la part du Real Madrid, une prédominance pour dire notre club, il compte, et les médecins vont, en fait, si tu veux, carrément rentrer dans la tête des joueurs, enfin, ils téléphonent aux joueurs, etc. Et il y a parfois même des conflits entre les staffs médicaux de certaines fédérations et du Real Madrid. Des conflits entre le staff de la Belgique, entre le staff médical de la Belgique et le staff du Real, il y en a eu plein avec Hazard. Polo, justement, est-ce que tu comprends cette logique de certains clubs? Je sais pas si toi tu l'as vécu, parce que forcément, tu as été en équipe nationale, tu étais en club et tout. Est-ce que ça arrive, est-ce que ça peut jouer dans la tête d'un joueur de se dire, bon, qu'est-ce que je mets en avant? Le club, l'équipe nationale, est-ce qu'il y a une certaine forme de pression logique des clubs pour garder leurs joueurs? Après, c'est différent. Tu vois, nous allez, quand on joue la CAN, etc., moi, jusqu'à présent, on m'a jamais fait comprendre, choisis, soit tu joues pour ton club ou tu joues pour l'équipe nationale. Moi, jusqu'à présent, j'ai jamais expérimenté ça, donc je peux pas parler par rapport à ça. On m'a toujours... Voilà, si tu vas aller en équipe nationale, pas de problème, toi. Donc... Oui, mais ça devrait être comme ça. C'est ça qui est un peu... Pour citer le cas du Real, je me rappelle, il y a eu 1 an ou 2 ans, avec Vinicius et Rodrigo, plusieurs fois, le Real ne voulait pas les envoyer lors des trêves parce qu'on avait des matchs importants et on avait besoin d'eux. Donc, le Real négociait avec la fédération brésilienne pour les garder, ou même des fois, ça arrivait qu'ils simulent une blessure pour rester à Madrid et pas aller jouer des matchs amicaux. Mais on est dans le cas Courtois, en plus. C'est déjà arrivé, ça, avec Courtois, je crois. Il y a plusieurs fois où ces 2-3 dernières années, il a déjà loupé. Il y avait soi-disant des rumeurs que sous l'effet de Martinez, il y avait du laisser-aller de style certains joueurs prétendaient des blessures. Mais en fait, c'est ça que je reproche à quoi. Après, il faut savoir aussi que quand tu es à ce niveau-là, par exemple les Courtois, etc., tu joues tout le temps. Et des fois, tu es en équipe nationale, on t'appelle pour des matchs amicaux, ça ne va rien t'apporter le match. Et tu peux peut-être avoir 3-4 jours de congé dans ton club. Et c'est même pas que tu vas simuler une blessure. Tu vas parler avec le coach, tu dis voilà, moi j'ai besoin de repos, j'ai envie de me reposer. Et après, voilà. C'est vrai, ça, les gars, parce qu'on pourrait plutôt, on va être honnête, on préférait un Courtois à 100% à fond dans les moments importants plutôt que de voir un Courtois
je sais pas, Sacha, sur un match amical où il n'y a pas d'intérêt, quoi. Mais le fond de ce que tu dis, en fait, le fond de la demande, pardon, de Courtois, pour faire une petite digression par rapport à ça, il est juste, en fait. Il est de dire, Roberto Martinez a laissé aller ce groupe à gauche, à droite, les gens faisaient ce qu'ils voulaient, certains ne s'entraînaient pas, d'autres s'entraînaient, etc. Parce que lui, il avait sa propre gestion, Roberto Martinez, avec ses chouchous, ses favoris, les mecs qui cochaient d'abord en premier dans le 11 de base. C'est comme ça s'est passé. Il est arrivé gentiment auprès de Tedesco. Le problème, c'est que la façon dont Courtois, à un moment donné, s'exprime, la forme et le fond, il y a une vraie, il y a une totale différence. Et on est face à un Domenico Tedesco jeune loup, qui veut se faire un groupe, qui veut se faire respecter, qui veut montrer que c'est lui le boss. Il a tout de suite, à un moment donné, compris ça et vécu ça comme une agression. Et puis tout de suite, à un moment donné, c'est le carambolage. Et c'est comme Surtout ça. Surtout que c'est deux mentalités différentes aussi. Voilà. Tedesco travaille, réunir le groupe. Courtois, non, c'est un match amical. J'ai pas envie, je préfère retourner à Madrid, me reposer. C'est l'histoire de deux hommes qui ne se sont pas compris, tout simplement. Je pense que les deux ont c'est de là que la rupture. Après, moi, ce qui m'inquiète un peu plus, il le dit dans l'interview, on le regardait avec Clément, c'est qu'au-delà du coach, il parle même de la fédération. Donc là, ça me fait un peu plus stresser dans le sens où il veut vraiment critiquer un système mis en place. Un système qui ne met pas en avant ses stars. Et oui. Ça, on pourra en reparler dans les prochaines émissions. D'ailleurs, on devait faire un sujet là-dessus sur la Belgique, était vraiment un pays de football, dans ses structures, dans sa gestion. Le problème, c'est pas qu'ils ont mis en avant les stars. Attends, tu peux régler ça en inside. T'es pas obligé de venir et dire ça à la presse. Pour moi. Mais le problème de Courtois, c'est qu'il a pas sa langue dans sa poche. Tu dis que Tedesco a mal. Non, je dis pas qu'il a. C'est peut-être sa manière de faire, tu vois. Mais pour moi, je dis, c'est des choses que tu peux régler en inside ici. Et il n'y a pas de problème, tu vois. Parce que là, ça fait combien de temps l'histoire et on parle toujours de ça, tu vois. C'était en mars. Ouais, peut-être qu'il a voulu régler ça. C'est sa manière de faire, hein, tu vois. Peut-être, hein, c'est comme ça qu'il veut faire, mais pour moi... Non, c'était en juin, je crois. Tu peux régler ça en inside et vas-y. C'est des choses qui ne se disent pas, en fait. C'est ça que tu dis. Non, c'est pas que ça se dit pas. Pour moi, tu peux le dire si tu veux, etc. Mais je trouve, voilà, en le disant, regarde où on en est, tu vois. Ouais, donc, ça fait parler. Mus, tu voulais dire? Non, moi, je voulais dire que peut-être qu'il a voulu régler ça en inside, mais Courtois ne répondait pas comme on disait. Et peut-être qu'il a voulu parler publiquement pour que les supporters le sachent et qu'on se dise, voilà d'où vient le problème, pourquoi Courtois ne veut pas revenir, voilà pourquoi il y a un problème dans le groupe. Oui, et puis Domenico Tedesco a voulu bien montrer qu'il avait fait et prouver aussi publiquement en disant cette fameuse phrase qu'il avait fait le premier pas, mais il n'a pas non plus dit à un moment donné, moi je vais pas me faire marcher sur les pieds par le mec, quoi. Il faut que je fasse respecter parce que si je me fais pas respecter dans ce dossier-là, même publiquement, chez les autres, ça va être quoi? Dans le vestiaire. On voit que tu t'es fait marcher dessus d'un côté, tu vas te faire marcher dessus de l'autre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Les joueurs sont très attentifs à ça. Donc voilà, c'est aussi de la gestion qui est quelque part un peu politique. Et qui est fort dommage parce que, on perd une vraie pépite. Bon, alors, du coup, pour conclure un peu cette longue partie, Thibaut Courtois, on met qui en numéro 1? Castells. Logiquement, ce sera Castells. Mais je pense que j'aimerais bien avoir tout doucement des petites minutes pour Van de Voort. Dans des petits À mon avis, ce sera après l'Euro. Tout doucement, à mon avis, ce sera après l'Euro. Je suis déjà un peu pressé, mais oui, effectivement. Non, ça se jouera entre Castells et Sels. Mais je pars plutôt Castells numéro 1. Moi, c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu, Sels. Je trouve que c'est quand même un gars qui... Ok, on n'est pas dans un niveau stratosphérique, mais... On a dans la hiérarchie, en tout cas, c'est lui qui est le numéro 1, c'est clair. Après, la hiérarchie, c'est Courtois, Bah, Castells, Sels, Kaminski, Bodard. Et comme Courtois n'est pas là, ce sera Castells. Après, peut-être si dans notre groupe, on fait déjà 6 sur 6 sur les 2 premiers matchs, pourquoi pas faire jouer Sels sur le 3e? Castells qui va profiter d'une opportunité incroyable parce qu'il est en fin de contrat en juin prochain. Il a d'ores et déjà, et Wolfsburg l'a annoncé, il quittera libre. Ouais. Donc lui, il a une opportunité, un boulevard pour aller signer dans un grand club. S'il fait un gros... Par contre, fait un bel euro. Polo, d'accord aussi Castells, ouais. Par contre, vous imaginez quand même, les gars, c'est quand même l'histoire, ça serait quand même je ne sais pas si ce serait une belle leçon d'histoire, mais en tout cas, vous imaginez si on gagne quelque chose sans Thibaut Courtois qui nous a apporté tellement de choses pendant des années. C'est le football. C'est ça qui c'est dur, mais dingue. Surtout pour un mec comme lui qui ne souhaitait que remporter plein de choses pour son club et son pays, peut-être. Ah ouais. Bon, après, c'est pas le soir où tu vas me faire rêver en essayant de me pousser sur des trucs. Aujourd'hui, Malik, c'est pas le soir. Je sais que t'es dégoûté. C'est Sacha. pas le soir. Ben voilà, on attend aussi vos avis, messieurs, sur les réseaux sociaux. Hein, donc, on est présent sur toutes les plateformes, en podcast aussi. Laissez vos différentes opinions, vos avis sur Thibaut Courtois. Est-ce que c'est une grande catastrophe pour l'équipe nationale? N'hésitez pas à laisser des commentaires et on sera ravis d'en parler l'année prochaine en 2024 avec vous. Mais d'ici là, bon, ne perdons pas espoir, Sacha. En tout cas, l'espoir pour la victoire finale, et de toute façon, c'est impossible. Déjà que c'était censé être un rêve,
Là maintenant, du coup, on va totalement oublier. Mais par contre, oui, voilà, on va voir quart de finale face à la France, aux Pays-Bas. Moi, je dirais pas impossible, Belgique mais en finale avec un goal à la Bodard de Castel. Oh, Tu as vu quoi ce goal? de Sinan Bolat, au but à la Bolat, Voilà. encore mieux. Allez, on passe au deuxième sujet du soir, messieurs. On va revenir en Jupiler Pro League avec l'Union Saint-Gilloise. L'Union Saint-Gilloise, et cette déclaration, finalement, c'est un peu la semaine des déclarations, ici, un peu moins choc que Thibaut Courtois, mais c'est celle d'Anthony Maurice, finalement. Quand on lui parle de l'Union Saint-Gilloise cette année, on lui dit, bon, est-ce que c'est la bonne, Anthony? Et lui, il répond, il faut pas s'enflammer, toutes les équipes du top 6 seront candidats au titre, donc il faut arrêter de penser que l'Union, c'est déjà acquis pour l'Union. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces déclarations? Est-ce qu'il faut rester plutôt prudent, ne pas s'enflammer? Ou plutôt se dire, bon, Anthony, là, il faut y aller maintenant. Il faut montrer un peu voilà, que vous êtes clairement... que vous en avez envie cette fois-ci. Il faut aller la chercher. Je sais pas en fait ce qu'il cherche à travers cette déclaration. Moi, je suis assez étonné. Anthony Maurice, en plus, c'est quelqu'un d'hyper simple. C'est vraiment pas que c'est quelqu'un de justement qui a tendance à dire ce qu'il pense et de le dire de manière assez honnête, mais c'est pas une déclaration qui lui ressemble. Enfin, je trouve. Mais je pense qu'il dit ce qu'il pense. Ah, mais ouais, là, il a l'air. Moi, perso, j'ai l'impression que c'est plutôt. Pour moi, l'Union est considérée aujourd'hui comme un véritable candidat pour le titre, doit être considéré comme un candidat pour le titre et sera un candidat pour le titre. C'est pas ce qu'il dit. Chercher le il dit pas que l'Union n'est pas candidat. Ah oui, au titre, non, c'est ça. Il dit toutes les équipes du top 6. Le seul truc, c'est que il ne s'enflamme pas. Et la question, c'est de savoir est-ce que. Il a raison. On doit être d'accord avec Anthony Maurice de se dire, restons prudents ou se dire, là, il faut y aller, il faut montrer, il faut dire que, ouais, on veut le... Il a raison. Moi, je peux parler par expérience. On perd le titre en play-off. Et ici, en Belgique, tout se joue dans les play-offs. Tu peux faire ce que tu veux durant tout le championnat. Et puis après, c'est les play-offs. Mais quoi, donc ça serait une mauvaise communication de se dire, voilà... Non, c'est pas une mauvaise communication. Il dit la vérité, qu'il faut être prudent et que toutes les équipes du top 6 peuvent gagner le championnat. Mais non, justement, est-ce que c'est une mauvaise communication d'aller dans le sens inverse, de se dire, franchement, moi, j'y vais cash et je dis que cette année, on doit être champion, c'est une obligation. C'est un peu trop, c'est un peu trop chaud de dire ça. Ouais. C'est dommage. Mais d'accord avec... Moi, je dirais pas le top 6, je dirais plutôt le top 3. Et moi, je pense que c'est une façon de plutôt relâcher la pression. Et je pense que l'Union a appris de ces 2 dernières saisons et que maintenant ils sont beaucoup plus prudents. Tu penses qu'ils avaient la pression la saison dernière? C'est pour ça qu'ils ont craqué face à Bruges? Ouais, moi je pense qu'ils avaient la pression, ils ont craqué. Pression-là. Je pense qu'ils partent de cette pression-là et c'est pour ça que cette saison-là, ils se disent... Alors dans ce cas-là, ça tient pas le discours de dire c'est des petits qui viennent pour aller chercher leur revanche et qui à un moment donné sont là parce que tout ce qu'ils gagnent c'est que du bonus, etc. Tu vois, faut à un moment donné avoir le balancier, tu vois. C'est ce que nous on dit, mais après eux, ils pensent différemment. Après, ici, c'est pas de polémiquer, c'est juste que c'est intéressant de se dire qu'après 3 ans, l'Union, à travers Anthony Maurice, se positionne toujours un peu soyons prudents, alors que, je suis désolé, moi, personnellement, je trouve ce qu'ils font... C'est par expérience qu'il dit ça. Il connaît le championnat belge, il est là depuis très longtemps, il a vu passer Standard, Anderlecht, et là, actuellement, il est à l'Union, donc il sait ce qu'il dit. C'est juste qu'il dit ça par expérience. C'est quelqu'un que tu as connu, alors, Anthony? Je connais. C'est plutôt un gars, mais c'est plutôt ça, on peut dire, c'est quelqu'un qui est franc. Et s'il doit dire, on va jouer le titre, il va le dire. Il n'a pas peur de le dire, mais là, il parle vraiment par expérience. Clément, est-ce que c'est donc logique d'être plutôt prudent à un moment où, finalement, l'Union va être champion d'hiver? Je ne sais plus si on dit ça comme ça. Champion d'automne. Enfin bref, termine cette première partie de saison en étant à la tête. Comme Paulo l'a dit, en fait, tu peux prendre l'avance que tu veux en phase classique. Tes points sont divisés en 2 au play-off. Imagine, allez, t'as fait une saison de ouf, tu finis, t'as 15 points d'avance en arrivant à la phase classique. Et là, on te dit, vas-y, rejoue 2 fois chaque équipe du top 5 et on va te diviser tes points en 2. Et si c'était pas ça la clé qui faisait la différence? Est-ce que l'Union, à un moment donné, pourrait pas se libérer de tout ça et de se dire, voilà, aujourd'hui, nous, on est une grande équipe, on est plus fort. Je les ai commentés encore jeudi en UEFA Europa League. Tu vois que c'est une équipe qui est forte, qui est la plus forte de Belgique. Maintenant, ils ont leur statut de grosse équipe. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'assument pas? C'est quoi je comprends que c'est calculé, c'est réfléchi. Sacha est très américain, faut le savoir. Sacha, il est dans le mode, faut assumer qu'on est champion. C'est pas un complexe, c'est par expérience. C'est pas un complexe, ils sont pas complexés, ils savent ce qu'ils font, ils connaissent leur niveau, ils savent qu'ils peuvent aller chercher le titre. Mais ils n'ont pas, après 3 ans, la possibilité d'avoir les épaules relativement grosses et larges que pour pouvoir assumer juste une parole? Non, c'est pas une question d'assumer. C'est juste par expérience. Prudent, ouais. Et après, le championnat... là où je comprends Sacha, Polo, et je te redonne la parole tout de suite, c'est ce côté un peu... Ce qu'on a souvent reproché chez nous en Belgique, notre petite Belgique, c'est de toujours être un peu tatillon, de prendre du recul, de se dire « Ouais, vous savez, ok, on verra bien. » Je peux comprendre. Parce qu'après, s'il dit ça et qu'après... ils ne sont pas champions, ça va être vous les premiers ici à faire un talk et parler de ça.
Bah ouais, mais c'est notre métier, nous on fait plaisir. C'est super, mais c'est parti. Non, mais par partie contre, du je pense truc. qu'ici, vraiment, je crois qu'on sera clair, je crois qu'on sera, je dirais pas qu'on sera les seuls, mais on pourra au moins pointer le fait qu'il a osé dire quelque chose, ça n'a pas marché, mais en tout cas, dire que l'Union. Mais vous n'allez pas être dans le sens, ouais, il a osé le dire quand même, non. Mais ce qu'on peut Vous allez dire, il a trop parlé. Bah si, justement, moi je préfère quelqu'un qui parle trop que se dire ah non. Ah, tu vois, Polo, c'est la nouvelle génération. Hein. Les jeunes, ils veulent du cash. Surtout après 3 saisons où tu dis non, peut-être. Moi, je suis d'accord avec Polo. Non, mais c'est bien, parce que pour moi, il y a quand même une différence totale entre ce qu'on voit de l'Union, qui est vraiment une équipe où tu vois clairement, ils sont plus forts. Il y a le côté droit au but avec verticalité à fond, signé Alexander Blessing, etc. Et puis le côté, ouais, mais n'oubliez pas, on reste un petit mais club. je te dis, non, ouais, non, il dit je suis pas que c'est un désolé. petit club. Non, T'es je plus pense pas fort, qu'il t'es décide ça. leader, tu dois assumer. Il parle d'eux dans le top 6, donc ça veut dire que sur le top 6. Dans le top 6, je veux bien, dans le top 6, ils ont 8 points d'avance sur Anderlecht. Je veux bien qu'ils vont être dans le top 6. La déclat de Maurice qui rejoint un peu en fait ce que dit Polo, ça ne veut rien dire quand on lui pose la question. Ben voilà, vous avez autant de points d'avance. Ils ont combien de points d'avance? 8 ou 8. 44 points et Anderlecht à 36. Voilà, donc c'est quand même une belle avance et il répond, mais ça ne veut rien dire. Toutes les équipes qui seront dans le top 6 seront candidates au titre. Bon, ça évidemment, on peut revenir peut-être sur cette déclaration. Mais il a raison, c'est plutôt le top il a 3. raison. Mais peut-être pas le top 6, Polo. Parce que Il a raison. Nous, on a perdu le championnat. C'était qui les derniers? C'était Anderlecht. Ils étaient 6e. Mais t'as des arbitres. Et on avait 10 points d'avance. Ah ouais. Ça veut rien dire. Il a raison. Et bien pour continuer donc dans sa déclaration, ça sera 10 matchs à jouer à fond contre des concurrents directs, donc c'est à ce moment-là qu'il faudra être décisif. Et il a totalement raison. Et Il parle des playoffs. Il a tellement Et raison. c'est la particularité de ce championnat. Exactement. Tu peux faire la meilleure phase classique de ta vie. Exactement. Tu auras toujours les playoffs pour te dire vas-y. Exactement. C'est là. Montre-nous maintenant. C'est là que ça se passe. Le terme candidat n'est pas bien utilisé selon moi. Tu n'as pas 6 candidats. Tu as des arbitres, tu as des clubs qui à un moment donné vont faillir et tu as des clubs qui sont armés en termes de qualité et en termes de quantité dans leur effectif pour pouvoir vraiment faire la lutte. Le club de Bruges en est un, le Royal Antwerp Football Club en est un, l'Union Saint-Gilloise en est un et Anderlecht en est un. Rappelez-moi qui si tu regardes, tu en as 4. Véritablement, c'est qui sont Club de candidats. Bruges. Et encore Anderlecht, avec l'expérience des années passées, on n'est même pas sûr qu'ils vont être candidats. Le fait de dire, est-ce que ça se joue? Est-ce que c'est des clubs qui vont perdre des points? Est-ce qu'ils vont savoir s'embêter? Et est-ce qu'à un moment donné, 4 points dans les playoffs, c'est rien du tout et ça peut tout rejouer? Oui, mais candidat vraiment en termes de potentiel. Par contre, Polo, Sacha, pardon, Polo l'avait dit et Muse aussi, c'est qu'en fait, regarde qui est 6e aujourd'hui, Club de Bruges. Polo a vécu une histoire où le 6e a finalement remporté le championnat. C'est vrai que ça serait ouf, mais le club de Bruges peut être capable, en fait. C'est ça aussi. En fait, tu peux arriver, comme il a dit, phase classique, tout est bien. Tu arrives en play-off, il y a des joueurs qui arrivent, peut-être des joueurs qui reviennent de blessures. Il y a des joueurs qui étaient en méforme, mais ils se sentent bien durant les play-offs. Et ça y est, c'est parti. Et tu as la chance de ton côté. Et en plus, on a vu tout à l'heure, il y a une grosse concurrence entre les clubs du top 6. Je crois que c'est votre compte, ça s'appelle Jump Touch qui a tweeté ça tout à l'heure. Le nombre de points pris par les équipes du top 6 contre les autres équipes du top 6. T'en as aucune, à part l'Union qui a 8 points sur 15, t'en as aucune qui a pris au moins la moitié des points contre les autres équipes du top 6. La seule victoire d'Anderlecht contre les équipes du top 6, c'est face à l'Antwerp. Ouais. Et encore, c'était un match où ils ont souffert. Hein. Après, là où peut-être je rejoins un tout petit peu, enfin, même beaucoup Sacha, c'est ce côté, on a l'impression que cette année, pour l'Union, ça peut pas être l'année de trop dans le sens raté. Mais je pense que par exemple, j'ai la l'impression saison. que ces équipes-là, l'Antwerp, Bruges, enfin, peut-être pas Anderlecht parce que là ils sont chauds, mais toutes ces équipes-là qui ont presté les années précédentes sont pas au mieux, quoi. Ce ne sont pas des équipes qui ont la pression inhérente. On revient à la saison 2013-2014 où ils se font remonter, où le Standard se fait remonter par Anderlecht alors qu'ils font une phase classique de. Je crois que vous gagnez les 10, 15 premiers matchs, je sais plus, mais vous gagnez beaucoup et au final ça se fait remonter. Tu vois. Une bêtise, hein, les playoffs Polo. Pour moi, c'est les playoffs, tu dois les avoir en Belgique, mais pour moi, ça doit être le premier fini. Basta. Et les autres, ils jouent. Ah, c'est intéressant comme concept. Et tu gardes la division de points ou pas? Ouais. Mais le premier fini. Un espèce de Europe Playoff pour ceux qui n'ont pas. Comme en Championship, en fait. Ah, donc le mec arrêterait, enfin, ils arrêteraient en mars, si je t'écoute. Fini, ouais. Champion. Fini la saison en mars. Fini, champion. Ah, ça va être bien pour la prépa de la Champions League. Et les autres, ils se tapent. Ah bah écoute. Non mais de toute façon, c'est une idée. De toute façon, on avait parlé ici du concept des playoffs. Vous aussi, n'hésitez pas encore une fois sur les réseaux sociaux à nous donner votre avis sur ce sujet de l'Union. Est-ce qu'il faut s'enflammer avec l'Union ou tout simplement faire comme Anthony Maurice, rester prudent?
On vous écoutera avec grand plaisir. On passe au 3e sujet et c'est Clément qui l'a préparé. Clément, de quoi veux-tu nous parler ce soir? Ton joueur de la semaine, sûrement. Joueur de la semaine. Bon, il y avait des choix. Il y avait beaucoup de choix. Comme on tourne la semaine après la Ligue des Champions, j'aurais pu parler d'Arthur Vermeeren pour le match face au Barça. J'aurais pu parler d'Amadou Onana contre Burnley. Et finalement, je me suis dit, et si on parlait un peu de Kylian Sardella? Parce que son match contre l'Antwerp, XXL. XXL, la performance. il a été mais immense, quoi. Est-ce qu'il a déjà été aussi fort, en fait? Non. Sur 90 minutes, jamais il avait été aussi fort. Il a été partout, que ce soit offensivement, défensivement. Je me souviens, son tacle à un moment qui fait sur Yelle Bataille, où vraiment, entrée de rectangle, en plus on avançait c'était presque la fin de match. Tu te dis, à 80 minutes, il tape un sprint pareil, il va te le chercher. Enfin, franchement... Je suis content pour lui, moi. Il a été impressionnant. C'est vraiment bien, parce qu'il a tellement souffert, ce mec-là. Chaque fois, t'as l'impression que c'est comment est-ce qu'on dit, la tête de Turc. À chaque fois, il y avait des problèmes avec Kylian Sardella. À chaque fois, c'était Sardella. Même en équipe nationale U21, j'étais voir Belgique-Espagne. Comme par hasard, ça tombe sur Sardella. C'est toujours lui sur lequel on va pointer. Une faute, une erreur de son côté? Ouais, c'est toujours lui qui a le bonnet d'âne, en fait. C'est toujours le problème de Kylian Sardella sur lequel ça tombe. Mais en fait, on voit bien sûr ces bêtises. Et le problème, c'est que quand tu vois une répétition de bêtises, tu dis ouais, mais en fait, c'est tout le temps lui, machin, bazar. Mais on voit pas ce qu'il fait de bien, en fait. Et c'est bien que tu soulignes ça parce qu'il a une polyvalence aussi. Il a des grosses qualités, dont la polyvalence, qui sont vraiment intéressantes. Latéral gauche, il sait le faire. Central, il sait le faire. À droite, il sait le faire. Défense à 3, il s'est tenté d'être le côté droit. Voilà, il y a des qualités chez Kylian Sardella qui sont vraiment hyper intéressantes. Alors, le top niveau, je ne sais pas, je ne pense pas. Mais par contre, sur un niveau comme celui d'Anderlecht dans un top belge, bravo. Et encore, il est encore jeune, tu vois. S'il commence à bien enchaîner et qu'il continue des performances comme ça, je vois pas ce qui l'empêche d'aller un peu plus haut. Il y avait des intérêts du côté de Feyenoord cet été. Tu vois, par exemple, un bon tremplin. Bêtement, le championnat des Pays-Bas pour l'instant, s'il continue sur ce niveau-là, pourquoi pas? Paulin, un petit avis sur ce joueur? Franchement, j'ai pas vraiment regardé, non. J'ai joué, je pense, je sais même pas si j'ai joué contre lui, mais je peux pas dire top joueur. Je pense que c'est un joueur sérieux, de ce que j'ai vu, de ce que je vois un peu, c'est un gars sérieux qui est très pro, Mais avec ton expérience, parce que de ce que viennent de dire Sacha et Clément, le fait d'avoir, et voilà, tu peux peut-être nous dire comment toi tu faisais, quand des moments où quand ça tombe toujours sur toi, imaginons, en tant que joueur pro, on vient toujours te clasher, que ce soit dans les médias, que tu sens, comment on fait pour se sortir un peu de ce prisme négatif où on a l'impression qu'à chaque fois ça tombe sur toi dans les erreurs ou même dans les prestations? Après, tu dois savoir ce que toi tu fais personnellement et qui tu es. Après, je pense que quand tu sais que tu fais bien les choses et que tu n'as rien à te reprocher, peu importe ce que les gens disent, tu dis, tu t'en fous, je vais vous montrer qui je suis vraiment. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de faire actuellement. Il y a beaucoup de gens peut-être qui l'ont critiqué, etc. Mais lui, il savait. J'ai entendu même qu'il avait eu des grosses blessures, apparemment au mollet ou quelque chose comme ça. Mais les gens ne savent pas ça. Mais lui, il savait ce qu'il traversait. Il savait qu'à un moment donné, quand ça allait passer. Et aujourd'hui, tu parles du bien de lui, et je trouve que c'est chapeau à lui, quoi. Toi, ça t'affectait, ce genre de choses, quand on te tombait dessus dans les médias? Non, en fait, parce que ça fait partie entre guillemets, de votre boulot de critiquer, de parler. Moi, ce que j'aime pas, c'est que quand tu prends de fausses informations, quand tu dis des choses et que tu sais que c'est pas vrai, quand tu connais la personne, tu sais comment elle est et qu'elle est pas comme ça. Et là, tu veux essayer de créer la zizanie. Là, c'est là où il y a un problème et c'est là où moi, je viens de trouver. Des fois, je vais te le trouver, je le dis, parce qu'il dit des fois certaines choses, mais après, il n'y a pas de problème, on va parler, etc. Mais sur ce point-là, je ne suis pas d'accord. Après, on peut parler, il n'y a pas de problème, tu vois. Après, ici, dans le concept du noyau dur, c'est que, en fait, on parle avec en tant que passionnés. Ouais. Je pense qu'ici, personne ne se met dans la peau de je vous raconte la vérité ou quoi que ce soit. Ouais. Ici, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir ton avis en tant que joueur pro, de savoir comment on fait, parce que c'est vrai que c'est plutôt les médias traditionnels qui ont tendance à chaud à dire blanc puis noir, etc. Ouais. Et moi, ma question par rapport à ça, c'est toi, ça fait partie du job, on le vit bien Non, des fois, comme je dis, tu vois, quand tu donnes une critique qui est par rapport au match, etc., j'ai fait un mauvais match, ok, il n'y a pas de problème, j'ai fait un mauvais match, tu vois. Mais quand tu dis quelque chose qui n'est pas fondé ou que c'est pas vrai, c'est là où il y a le problème, tu vois. Et là, ça affecte pas que toi, ça affecte aussi ta famille, tu vois. Donc, c'est là où il y a le problème. Parce que des fois, c'est pas souvent le joueur qui a mal, c'est les gens autour de toi. Moi, ma mère, elle regarde tout le temps
la DH, elle regarde partout, il y a un truc sur mon frère ou sur moi. Ah, tu vois, ça lui fait mal. Et c'est là quand tu vois ta maman ou tu vois ton frère ou quelque chose, c'est là où ça te fait mal, tu vois. Bon, après, ce qui est, pour revenir sur le côté quand même extrêmement positif, c'est qu'en tout cas ici, tout le monde est plutôt content de ce qui lui arrive maintenant et ça montre que le travail paye, en fait, tout simplement. Exactement. Il s'est concentré là-dessus. Et c'est là ton point, Sacha, en fait. Oui, bon, je trouve qu'il faut être juste avec les joueurs. Effectivement, Polo le sait. Moi, j'essaye de dire un peu ce que je pense et j'essaye de le dire sans filtre. Voilà, ça fait partie des personnages qu'on incarne, mais c'est vrai qu'il faut savoir être juste avec les joueurs et eux-mêmes doivent avoir conscience qu'ils font partie d'un système qui est un système qui à un moment donné est dur, quoi. Et je suis sûr et certain que le milieu du football est beaucoup plus dur que quelqu'un qui va dire quelque chose sur lui dans une émission télé. Et en fait, Polo, pour un peu appuyer le truc de Sacha, moi, ce que je rêverais, c'est utopique, hein, je le sais bien, ça n'arrivera jamais. Mais en fait, vu qu'il y a tellement de gens qui parlent sur des sujets peut-être qu'on ne maîtrise pas à 100%, mais moi, j'aimerais qu'on ait un peu plus l'opportunité de faire des face-à-face ou de rencontrer ces joueurs pros qui nous racontent leur milieu et de nous dire mais voilà comment on vit la chose, voilà comment ça se travaille, etc. Parce que là, effectivement, ça tourne en rond dans un système où en fait tout le monde parle un peu entre eux. J'attaque personne encore une fois, mais vous savez bien. Mais il y a plusieurs joueurs qui commencent à aussi évoquer ça. Ça s'appelle la dynamique de l'entre-soi. Il y a de plus en plus de joueurs qui l'évoquent. Mais j'ai l'impression qu'on n'arrive plus à approcher les joueurs aussi. En fait, pourquoi ? C'est parce que, allez, typiquement un journaliste, il cherche pas à chercher la personne ou l'humain. Il va chercher à trouver le truc qu'il va mettre dans les journaux demain et que ça va faire le buzz. Et c'est pour ça que certains joueurs, ils n'ont plus envie de parler. Mais tu vois maintenant ce qui se passe, que ça soit surtout en Angleterre, il y a beaucoup de joueurs qui parlent entre joueurs. Et là, le joueur, il est ouvert parce qu'on n'est pas là pour le buzz. On est là pour parler de toi, pour parler de choses que tu as envie de parler. Et ça se fait. Maintenant, en tout cas, pas chez nous, Polo. Nous, on invite tout le monde. Il n'y a pas d'attaque ni rien du tout. On a envie de chiller. Et surtout, mais c'est vrai, on en a souvent parlé, on a envie d'entendre. C'est bien plus intéressant d'entendre une vraie expérience de joueur, de professionnel du foot, que de se dire, en fait, entre nous, voilà, c'est quoi Courtois, si tu nous entends, viens dans l'émission, Thibaut. Viens nous raconter. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ce serait intéressant d'avoir un peu plus d'ouverture. Mais là, par contre, sans tomber sur les gens, je pense qu'au niveau de la communication dans les clubs, il y a encore énormément de difficultés à comprendre que il faut savoir que la francophonie est toujours en retard par rapport. Ah, bah là-dessus, on est totalement d'accord. Les Ricains, les Anglais, enfin, je pense que... Ouais, nous, par exemple, dans notre émission, on est vus comme des extraterrestres. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on a, encore une fois, 10-15 ans d'avance sur ce qui se fera en Belgique dans 10-15 ans. Parce qu'ils sont frileux, parce qu'ils ont peur, parce qu'il y a toujours des choses qui vont prédominer à leur envie. Voilà, c'est comme ça. Le système médiatique est ainsi fait. En Belgique, en tout cas. Ouais. Belgique francophone. En Belgique francophone. Tu fais bien de préciser, parce que je pense que... du côté, podcast, c'est déjà en télé. Hein, c'est sur VTM, ça se passe très bien. Ils ont déjà très vite compris la chose. C'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Je voulais rajouter un petit truc sur Kylian Sardella. Si aujourd'hui ça va mieux, c'est parce qu'il travaille avec le même préparateur physique que Jérémy Doku et Ronald Cavella. Ronald Cavella, RK sur Instagram. Mais lui, j'ai l'impression qu'il les a tous. Il a tous les jeunes. Performance. Il a commencé. Il a la vie aussi. Tu le connais bien alors du coup ? Ouais, je connais bien Ronald. Il fait du beau boulot. C'est un bon gars aussi, franchement. Et il a commencé. C'est pas juste maintenant qu'il est avec eux, donc crédit aussi à lui, quoi. Ouais. Et ça aussi, on en revient toujours à ça. Pour l'autre, tu seras mieux que nous, mais c'est de bien s'entourer pour un joueur. Au-delà de. Voilà, ouais. C'est ça la clé. Hein. Tu le vois, il y a plein de joueurs qui avaient autant de qualité, certains actuellement, mais mal entourés. Et voilà. Et ça tombe. On arrive dans la dernière partie du noyau dur de cette saison 2023, parce qu'il y en aura une belle en 2024, avec Paul-José Mpoku pour terminer l'année. Ça nous fait vraiment plaisir. On termine d'ailleurs avec un super sujet. On ne sera pas trop le développer, mais en tout cas, on va entendre quelqu'un qui va en parler avec son cœur. C'est Sacha. Le cri du cœur de Sacha Tavolieri. Donc Sacha, tu vas nous parler de quoi ce soir ? Que tout simplement, étant un grand fan du football africain et surtout de la compétition qui est la Coupe d'Afrique des Nations, je trouve ça très dommageable qu'un diffuseur national ne puisse pas se porter, je dirais, candidat à une offre, au moins une offre pour pouvoir aller diffuser 1, 2, 3, peut-être les plus grosses rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations, qui est tout simplement très très important. Aujourd'hui, la Belgique et sa diaspora est hyper représentée. La République démocratique du Congo, chère à Paul José, le Maroc, l'Algérie. Il y a énormément de talent. On compte plus de 40 internationaux qui vont participer à la Coupe d'Afrique des Nations et
accessoirement également à la Coupe d'Asie dans notre championnat. Donc ce sera à partir de mi-janvier jusqu'à la finale, ce sera le 11 février prochain. Avec des conséquences, Sacha, je t'interromps 2 secondes, des conséquences sur nos clubs. Oui, c'est ça, avec des grosses conséquences qui pourraient avoir une incidence directe sur le titre, notamment la Gantoise qui a 9 joueurs, si tu comptes maintenant Watanabe qui fait partie de la présélection du côté du Japon, je pense. Donc ça fait quand même beaucoup de joueurs. Voilà, c'est vraiment dommage. Pour ma part, j'essaye, en tant que producteur, d'apporter ma petite pierre à l'édifice. J'ai déjà tenté des choses, notamment que ce soit au niveau français avec Beansport, que ce soit parce que ce sont eux qui sont les détenteurs des droits dans le monde. En fait, c'est eux qui ont les droits monde de la Coupe d'Afrique des Nations, ou que ce soit avec DAZN qui diffuse également beaucoup de matchs du championnat de Belgique, notamment diffuseur également de Bundesliga, etc. Tous les gros matchs, des gros championnat. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment très dommage. Je trouve ça scandaleux, vraiment scandaleux, parce qu'il faut mettre le point sur la qualité du football africain et l'homogénéité d'un tel tournoi. Aujourd'hui, on n'est pas en 2024 arrivé à un niveau où on doit se poser des questions sur est-ce que c'est vraiment intéressant pour les gens. Je veux dire, c'est juste un fait. La plupart des gens vont se retrouver dans des cafés où on utilise des outils qui ne sont pas légaux pour pouvoir aller regarder ces matchs. Pourquoi, à un moment donné, on ne les rend pas accessibles de manière légale à des gens qui cherchent à les avoir, et les avoir de manière totalement normale et sans devoir aller faire des zigzags pour l'avoir. C'est pas possible, en fait. Aujourd'hui, c'est juste pas possible. Quand tu te mets de l'argent pour des compétitions basket, des compétitions tennis, etc., je suis désolé de le dire, ça fait moins d'audience. Aujourd'hui, la Coupe d'Afrique des Nations, ça doit être considéré comme un des plus grands tournois au monde, derrière l'Euro et derrière la Coupe du Monde. Voilà. Le cri du cœur de Sacha. Polo, tu voulais réagir. En plus, ça te parle aussi, international congolais. Je pense que la RTB essaye peut-être d'avoir peut-être quelques matchs. Parce que, comme tu as dit, il y a une forte diaspora congolaise et surtout marocaine ici en Belgique. Donc, ce serait dommage pour eux et pour, on va dire, les Congolais et les Marocains ici. Surtout qu'il va y avoir une confrontation directe aussi. Mais après, pour ce qui est de la CAN, moi, je pense qu'il faudrait aussi revoir un peu le système, parce que ça met aussi beaucoup en défaveur les joueurs, tu vois. Quand je pense que le gardien qui est maintenant à Lille, là, qui était à Séville, Bono, il a raté son transfert, je crois, au Barça. Non, c'était au Real. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit il y a la CAN, tu vois. Donc, il y a beaucoup de joueurs. Après, tu vois, je trouve que c'est dommage, parce qu'il y a certains joueurs peut-être africains qui pourraient aller à Real, Barça, etc. Mais il y a la CAN, tu vois, en décembre. Donc, il faut aussi, je pense, essayer de voir avec la CAF, même si c'est difficile, parce qu'en été, il fait très chaud en Afrique, mais pour que ça soit en faveur de tout le monde, que ça soit les joueurs, les clubs. Et, préciser juste un truc, Malik, très important de dire que cette saison, plus que jamais, les nations s'équivalent. Il y a une vraie homogénéité de top niveau entre les différentes nations, et donc il y a vraiment un vrai défi qui va être hyper intéressant pour beaucoup de nations qui pourraient la remporter, même certaines qui ne sont pas favorites. Il n'y a pas vraiment un favori désigné dans ce tournoi. Moi, je plaide quand même pour le Maroc, mais bon. Il y a le Nigeria, il y a le Sénégal, il y a le Mali, il y en a mais plein. c'est vrai, Polo, cette compétition-là, c'est plutôt d'accord avec Sacha quand on dit que, effectivement, peut-être qu'un média s'est positionné, mais comment ça se fait que depuis tellement longtemps, enfin depuis autant de temps, on n'a pas on ne sait pas ce qui se passe inside. Hein. On sait pas si ça coûte combien. Tu sais pas, tu vois. Donc c'est comme il dit, c'est dommage, mais on sait pas. Moi je sais par exemple que RTB ils essayent, mais tu sais pas ce qui se passe inside, tu sais pas les négociations, tu sais pas. Donc on peut pas vraiment dire quelque chose par rapport à cette compétition, forcément, d'accord avec Sacha, c'est quand même une des plus belles. Ah oui, mais ça, c'est une des plus belles. Moi, j'ai eu l'occasion de la jouer 2 fois et franchement, c'est top, quoi, tu vois. C'est équivaut à l'Euro, à l'Asie, etc. Et il ne faut pas avoir peur de le dire, mais je pense que, encore maintenant, je pense qu'il faudrait trouver d'autres solutions pour que ça soit en faveur de tout le monde, quoi. Et du coup, j'ai vu personne en parler, mais je pense que la CAN n'est pas reconnue à sa juste valeur. Exactement. Ça, c'est vrai. Et je pense que les médias ici en Belgique ou dans d'autres pays ne se donnent pas tous les moyens pour acquérir ces droits-là. Mais c'est intéressant parce que c'est ce que je voulais demander à Polo, pour ceux qui vont nous regarder, nous décrire un peu comment ça se passe. En fait, les équipes, elles sont comment ? Est-ce qu'on est dans la technique, dans l'agressivité ? À quel point c'est dur ou facile ? Enfin, tu vois, on parle aujourd'hui d'un Euro où on aura des équipes soi-disant, plus ou moins abordables et qu'on va peut-être s'ennuyer. Comment c'est avec la CAN ? En fait, c'est juste quand tu regardes maintenant la CAN et les joueurs qui jouent, que tu prends Osimhen, tu prends Hakimi, tu prends
Je peux dire qu'il y a Bah, encore, il y a tu des prends ça là, Ziyech, il y a des Ziyech. En fait, le niveau, il est... Le football africain évolue constamment. Amoura maintenant avec évolue, l'Algérie. exactement. Boniface, Et donc Nigeria, maintenant, même la CAF ou même l'organisation, ils sont obligés d'être à hauteur de ces joueurs-là. Donc quand tu vas voir, parce qu'on m'a dit en Côte d'Ivoire, l'organisation, les terrains, high level. Parce que tu es obligé, parce que tu as des joueurs qui sont de ce niveau. Et si tu veux continuer à progresser, tu es obligé de le faire. Et les là, grands joueurs font évoluer en fait faut évoluer dans le bon sens. Exactement. La CAF Et pas que, Mais parce les que par fédérations exemple, doivent suivre ces grands joueurs-là. Et Tu ils peux sont pas obligés. avoir autant de stars et c'est pour présenter ça une qu'ils- mauvaise canne. Ah, Ça va, ouais, tu peux c'est pas faire faire jouer un exactement. Mohamed Salah sur d'élever des tes champs de standards. patates qu'on aurait en Exactement. P4. mais Polo, ça a l'air d'évoluer aussi. Par exemple, un gars que tu as bien connu, Merveille, Bopé, qui nous a raconté récemment que le TP Mazembe avait évolué en termes d'infrastructure. Mais C'était même comparable à des grandes T'es structures obligé. en Belgique. T'es obligé. T'es obligé. Et ils ont compris, même si on a toujours un peu de retard, mais on évolue et on évolue bien. Tu vois qui gagnait. Ça va. Franchement, s'il y a un... Vas-y, mouille-toi, Polo. Allez, s'il te Non, plaît, pour la c'est dernière. pas une question Un de top me 3. mouiller, tu vois. Moi, j'aimerais bien que le Congo n'aille le plus loin possible, mais le problème, c'est qu'en Afrique, tu sais jamais. Je te jure, tu sais jamais. Tu peux pas dire Ouais, c'est parce ça. que Tu peux avoir des surprises. Y a pas à chaque vraiment fois. de favori. exactement, tu vois. Mhm. Ça peut Il y a jouer pas, sur il y a- les détails. ça peut jouer sur des détails et sur la forme du moment et le groupe, comment il vit. Donc, voilà. Eh bien alors, du coup, avant de terminer l'émission, c'est important parce que je crois qu'on a une belle communauté congolaise qui nous regarde aussi sur le noyau dur, sur nos différentes plateformes. Ton avis sur cette équipe cette année de la RDC, Bah, comment tu la vois? il faut savoir que il y a beaucoup de jeunes. Donc, si tu prends la dernière sélection, il y en avait peut-être que 5 qui ont déjà joué la CAN. Donc, après, les jeunes qui sont là, c'est des très bons joueurs. Donc, ça peut être, on peut peut-être faire créer Est-ce la qu'on peut dire surprise, tu que vois. la RDC va à la CAN comme la Belgique va à l'Euro? Non. Est-ce qu'on peut dire que Théo Bongonda est le Doku congolais? C'est ça qu'on peut dire. Non. Non, mais cette année, elle a pris un autre niveau, messieurs, la République démocratique du Congo. Oui, c'est ça, notamment l'émergence de joueurs comme Théo Bongonda. Exactement. ont Non, mais le fait football africain en général a évolué, donc Ouais. c'est plus. Alors, plus comme pour avant. terminer, vous voyez qui, vous? Parce que Je pense que ça va quand même beaucoup jouer pour le Maroc, forcément. Tu c'est verras. bien, Clément. Mais Il le dit, mais tu sais, il le Avec dit plaisir. vite fait. Genre vraiment, Non, mais il le dit non pour mais je faire te plaisir. dis, Non, je te mais dis, tu voilà, verras. c'est vrai que la CAN va Tu être penses hyper que le serrée, Maroc, donc, ils vont. Tu verras. Non, mais je blague. Moi, je pense qu'effectivement, Ça va être très chaud. Tu vas voir. j'ai pas le. Moi, C'est eux que j'ai je pas mettrais d'avis. numéro 1 maintenant. Je me dis en juste quelle que année peut-être le Maroc peut avoir le contre-coup. la température et l'humidité va beaucoup jouer en Afrique de l'Ouest. L'Afrique, ça va c'est changer. pas. C'est très différent. C'est C'était pas. en quelle année c'est pas que facile, l'Algérie hein. était sortie en poule? C'était La dernière. la dernière, voilà, on voyait l'Algérie. Alors, du coup, on va favorite, reformuler la et pourtant, question. non. Quelle équipe intéressante? Quelle équipe vous il y en a plein. voudriez voir? Moi, c'est le Nigeria. Le Nigeria, c'est incroyable. Le Nigeria. Nigeria, c'est un truc de fou. Ouais. Chukwueze, Boniface, tu vois la liste d'attaquants et la pré-liste de 40, tu as peur en fait. Il n'y a même pas Gift Orban dans la aussi, liste hein, de ouais, 40. ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est un truc de fou. Qu'il n'y ait pas Gift Orban, qui était notre meilleur joueur la saison dernière du championnat de Belgique, il n'est même pas dans la pré-liste des 40. T'imagines Ouais, le c'est niveau des joueurs. Bon, cette année, il est un peu. Enfin, ouais. Cette année, c'est un peu Il y a pas moyen. ça, mais mais- bon. Oui, Ça bon, justifie- c'est pas un débat sur Gift Orban, Non, mais non. c'est pour t'expliquer un peu Non, mais le c'est niveau vrai du que ça Nigeria. justifie pas le fait qu'il soit pas dans les 40. Ouais. Je voulais revenir au débat de base aussi. Très vite, hein, parce qu'on doit Ouais, clôturer. très vite. Moi, je vois aucun autre continent se dire est-ce qu'on diffuse l'euro? Et il n'y a que pour la CAN qu'on se demande ça. Est-ce que la CAN, ça mérite d'être diffusée ou pas? Quand on parle de l'euro, de la Coupe d'Asie, il n'y a pas ce débat ou la Copa América. En C'est que France, pour la CAN. tout est calé. Hein. Tout le monde sait qui diffuse quoi. Il n'y a jamais Il y eu a de que pour la problème. CAN, La Coupe il d'Asie, y a la toujours Copa le même débat. América. Et moi, je trouve ça vraiment Après, triste. la comme l'a dit Belgique. Polo. Small mentality. Ah, d'accord, ça sera d'accord. comment on avait lancer. hésité. On Mais avait c'était hésité. le débat Comment lancer de. le prochain Ouais, on avait C'était le hésité à prochain parler débat. dans l'émission. Ouais, bah, ça sera un très beau sujet qu'on pourra débattre en 2024 pour parler de cette Belgique, petite mentalité ou pas. Bah, ça sera la question auquel on va essayer de niveau football. répondre. C'est la fin de cette belle émission, messieurs, cette dernière de l'année 2023. Merci beaucoup, Paul Jossé, d'être venu Merci en à toute toi. franchise, en toute décontraction. Bah, j'espère que tu as passé un bon moment. Tu as bien Ouais, vu que c'était quand c'était- même. On était quand même pas dans un plateau télé traditionnel. Non, On mais est de tranquille toute ici. façon, si vous étiez dans ça, je serais parti. Hein. Eh ben, moi, ça me fait plaisir que tu aies pris un peu de temps parce qu'effectivement, ton temps, il est précieux. Yes. Vu que tu es sur un autre continent, une autre culture et que tu as pris le temps pour te démerder pour venir, parce que je sais qu'on communique depuis un petit temps, donc du coup, ça me fait vraiment plaisir. Merci à toi et je te souhaite Merci. vraiment de Merci belles fêtes beaucoup. Merci pour de fin d'année et de l'invitation. une bonne continuation en Corée. Merci beaucoup. Les gars,
Merci. C'était un vrai plaisir, C'était une belle année. d'avoir belle année. cette On arrive, on belle revient dernière l'année émission. prochaine en force. Bah oui. Donc merci à toi Clément, merci à toi Muse, merci à toi Sacha pour la vie. Toujours éclairée. 100% belge, 100% radical, 100% digital, c'est le noyau dur, c'est la maison, c'est la famille. Ben voilà, c'est comme ça qu'on peut clôturer, j'y arriverai, cette belle dernière émission de l'année 2023. Merci à vous de nous avoir suivis. Et si vous voulez revoir toutes les émissions, parce qu'il y a des sujets intéressants, vous pouvez encore en débattre entre vous. Il y a toutes les émissions sur YouTube, il y a toutes les émissions sur toutes les plateformes de stream et également réécouter sur les plateformes de podcast. Donc n'hésitez pas, parce que le noyau dur, c'est une émission de passionnés pour des acharnés, une émission 100% noir, jaune, rouge. Allez, à l'année prochaine et passez de belles fêtes de fin d'année. Ciao, ciao. Ciao. Salut tout le monde.